Merci d'être là. Bon, j'espère que vous avez un peu de temps parce que si je regarde un peu le programme qu'on a décidé ensemble, Venezuela, Colombie, Amérique latine, ça nous amène à peu près à 1h du matin. J'ai été à l'école de Fidel Castro et Hugo Chavez, eux quand ils démarrent, c'est jamais moins de 6 heures. Bon, non, plus sérieusement, bon, il y a eu évidemment 3 événements importants ces derniers temps, enfin plus importants que d'autres. Je vais commencer par le premier, même s'il nous paraît déjà un peu loin compte tenu de ce qui s'est passé ensuite. C'est le 7 octobre dernier, donc 7 octobre 2012, avec, après 14 ans de pouvoir, la réélection de Hugo Chavez au Venezuela, avec 55% des voix, 81% de participation. 55% des voix après 14 ans de pouvoir, on parle beaucoup de l'usure des pouvoirs, c'est vrai. Et je précise que 81% de participation alors que le vote n'est pas obligatoire au Venezuela. Et puis y compris alors que Hugo Chavez s'était retourné à Cuba se faire soigner pour malheureusement une issue qui allait être tragique. Et alors qu'il n'était plus au Venezuela, une nouvelle victoire pendant qu'il était dans un hôpital à Cuba, avec le 16 décembre la victoire dans des élections régionales, puisque les chavistes, le Parti socialiste du Venezuela, remportent 20 postes de gouverneur sur 23. Et donc on a, à ce moment-là, on ne sait pas encore que l'issue va être définitive pour Chavez, le sentiment que le chavisme est sur de bonnes rails et continue très largement. Évidemment, le chavisme, vous le savez, ça inquiète chez nous quand on parle de Chavez, quand on parle du Venezuela. On a immédiatement des cheveux qui se hérissent sur les têtes, les médias qui deviennent hystériques. Et c'est vrai que le rapport exceptionnel entre le leader, le dirigeant, el comandante, et comme on l'appelle au Venezuela, et le peuple, provoque chez nous un peu de la gêne et même parfois de la panique. Hein. Alors on parle de populisme, on s'imagine un orateur théâtral qui excite une populace ignorante. En réalité, dans la pratique du dialogue, vous savez qu'il y a cette fameuse émission, Chavez Presidente, qui parfois pouvait durer 4 heures, 5 heures, 6 heures, pas toujours d'ailleurs, entre parenthèses, hein. Et pas tous les jours non plus, comme je l'ai entendu parfois dans certains médias. Mais en réalité, dans sa pratique du dialogue, Chavez en fait assimilait le ressenti populaire et le retraduisait d'une façon plus cohérente, plus politique. Et en fait, il a contribué à la formation d'une identité collective qui n'existait pas avant son arrivée au pouvoir, structurée, une relation dialectique a fonctionné entre lui et le peuple, et les deux éléments étaient indispensables à l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'en gros, le chavisme, c'était évidemment une communauté émotionnelle, on l'a vu à l'occasion des obsèques de Hugo Chavez, avec ces centaines de milliers, ces millions de personnes qui se sont déplacées pour venir se recueillir sur ce qui n'était pas encore sa tombe, mais sur son catafalque. Je suis en train de chercher le mot, je ne le trouve pas. Mais c'est aussi une identité de classe et une culture politique qu'il a instillée dans le pays. Rappelez-vous que, disons, prenons les années 1980-1990, c'était l'époque du rouleau compresseur néolibéral. Toute l'Amérique latine était gouvernée à droite, sauf le vieux sorcier des Caraïbes, Fidel Castro. Et entre 1980 et la fin des années 90, la pauvreté est passée en Amérique latine de 120 millions de pauvres à 225 millions, c'est-à-dire que la pauvreté a doublé pendant cette période-là. C'est même pas une question idéologique en réalité. Sous le joug du néolibéralisme, la pauvreté a doublé en 20 ans. Et évidemment, avec le retour de la gauche, ou des gauches en Amérique latine, puisque Chavez était le premier en 1998, on a d'un seul coup un renversement des paradigmes, puisque par exemple on a le retour de l'État. L'État de Chavez, par exemple, va empêcher la privatisation du pétrole. Les ressources abondantes, au lieu de bénéficier, comme ça se passait jusqu'à présent, jusqu'à là, à une petite classe de rentiers, vont d'un seul coup être redirigées vers des programmes sociaux. Et en réalité, si Chavez a été élu et réélu pendant 14 ans, et quand je dis Chavez, c'est pas uniquement parce que c'était un leader charismatique, qui avait une grande gueule, qui avait un discours qui était amusant, qui était drôle. C'est vrai qu'il était amusant, qu'il était drôle, qu'il était enthousiaste, mais c'est aussi parce que ça s'est traduit concrètement pour les Vénézuéliens, et en particulier pour les Vénézuéliens les plus pauvres. Je rappelle que dans les années 90, il y avait 60% de Vénézuéliens en dessous du seuil de pauvreté, dans un pays riche, un pays pétrolier. C'est parce que
les réformes sociales qu'il a mis en œuvre ont eu des résultats. Hein. Alors, ça a été toute une série de missions. Ce qu'on appelait des missions, d'une certaine manière, ça a été devant la défaillance de l'État lorsqu'il est arrivé au pouvoir, parce qu'en fait, l'appareil de l'État est entre les mains de l'opposition. Et tout ça s'est passé dans un cadre démocratique, ce qui ne facilite pas les choses, contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans la mesure où, si vous faites une révolution classique, comme dans les années 60, 50, je veux dire, vous arrivez au pouvoir, vous arrêtez 2000 opposants, vous en fusillez 300, vous remplacez l'armée par vos hommes, et puis vous êtes tranquille. Dans un cadre démocratique, c'est évidemment beaucoup plus compliqué, puisque vous avez un appareil d'État qui est là, et si vous ne chassez pas les sorcières, si vous ne coupez pas la tête à tout le monde, vous allez effectivement avoir dans l'appareil d'État des opposants. Donc la tâche va être beaucoup plus difficile. Et donc pour contourner cette inertie initiale de l'État, Chavez va mettre en place ce qu'on appelle les missions. Alors la plus connue, c'est la mission Barrio Adentro, hein, dans les quartiers, où dans un mécanisme original à l'époque, qui s'est étendu depuis en Amérique latine, il va, en échange du pétrole vénézuélien, demander à 20 000 médecins cubains de venir dans les quartiers populaires, là où jamais il n'y a eu un médecin, pour effectuer, pour la première fois, donner l'accès à la santé aux plus démunis. Et puis on va avoir de la même manière toute une série de missions, la mission Miracle, qui va soigner des centaines de milliers, je dis des centaines de milliers parce que précisément là j'ai pas la note, mais de latino-américains, pas uniquement de vénézuéliens, qui vont être opérés de la cataracte, du glaucome, qui vont être sortis de maladies extrêmement graves par des médecins cubains, là encore. Et puis la mission Negra Hippolyta pour les enfants des rues, et puis Madres del Barrio, où les mères célibataires en grande détresse reçoivent une allocation équivalente à 80% du salaire minimum. Mais bref, entre 2002 et 2010, la pauvreté va passer de 48,6% à 27,8%. Bon, c'est spectaculaire en réalité. On s'est attaché sur le côté populiste de Chavez, le caractère hors norme, etc. Mais je veux dire, quand vous arrivez à diminuer la pauvreté dans ces proportions en 14 ans, c'est quelque chose d'absolument considérable. Lorsque Chavez arrive au pouvoir, il y a dans le pays 387 000 personnes qui ont une pension de retraite. En 2012, au moment de son élection, il y en a 2 100 000. On passe de 380 000 à 2 100 000 de gens qui ont des pensions de retraite. 370 000 logements construits en 20 mois. Alors vous allez me dire, c'est vrai que c'est sur les 20 derniers mois que ça s'est construit avec beaucoup d'enthousiasme. Pendant 14 ans, il y a eu un retard. Néanmoins, François Hollande demain construirait 370 000 logements pour les mal logés en France. On considérerait pas forcément que c'est du populisme, mais que c'est une politique sociale qui avance avec succès. La réforme agraire de la même manière, mais sur les 6 700 000 hectares de latifundio, donc de terres appartenant à des grands propriétaires ou en friche, 3 600 000 ont été récupérés, distribués et mis en production, en particulier avec des paysans sans terre. Et puis surtout, Chavez a été la locomotive d'une nouvelle Amérique latine. D'une nouvelle Amérique latine. Je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, la droite était partout aux commandes en Amérique latine. Et d'un seul coup, on va voir apparaître un certain nombre d'organisations qui chamboulent complètement le paysage géopolitique. On va commencer par le Petrocaribe. Petrocaribe, c'est, rappelez-vous, en 1992, il y a eu le sommet de la Terre. Lors de ce sommet de la Terre, les pays industrialisés s'étaient engagés à mettre 0,7% de leur PIB au service de l'aide au développement. Ils ne l'ont jamais fait. Le Venezuela, avec effectivement l'argent du pétrole, a mis lui en place des politiques de coopération. Et la première de celles-ci a été Petrocaribe. Et Petrocaribe, le Venezuela offre à un certain nombre de pays, alors je vais vous les citer très très vite, je vois que personne ne prend de notes, on peut foncer. Antigua et Barbuda, les Bahamas, le Belize, la Cuba, la Dominique, la Grenade, le Guatemala, la Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Nicaragua, République dominicaine, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, San Vicente, Las Granadinas, Suriname et Venezuela, oui, Venezuela forcément, du pétrole à des prix de 40% inférieurs au prix du marché. Avec le pétrole, en gros, il se balade autour des $100 le baril. Pour des pays développés comme les nôtres, apparemment c'est déjà un peu difficile, mais enfin ça passe. Mais imaginez des pays comme Haïti, la République dominicaine, les Bahamas, ils sont complètement étranglés, ils n'en peuvent plus, ils sont morts. Bon. Et là, l'aide du Venezuela va effectivement permettre à ces pays d'abord de bénéficier d'un rabais sur les coûts et en même temps d'avoir des facilités de paiement, puisqu'en gros ils vont payer sur 20 ans à 1% d'intérêt. Donc c'est une politique,
On peut parler en Amérique latine, aussi bien au Venezuela qu'en Bolivie, qu'en Équateur, que dans les pays qui avancent en ce moment, d'une forme de nationalisme qui est revenu pour échapper à l'empreinte de Washington, je vais venir tout à l'heure, mais en même temps, ce nationalisme se double d'un internationalisme. C'est-à-dire que ce n'est pas par nationalisme, il ne faut pas entendre un système qui se referme sur lui-même, xénophobe, qui craint l'étranger. Non, non, c'est une ouverture en fait sur les pays de la région. De la même manière, on va voir apparaître, dans un premier temps, l'alternative bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, l'ALBA, qui va devenir l'Alliance pour les peuples de notre Amérique, qui est un système d'intégration. Alors là, il y a le Venezuela, Cuba, le Nicaragua, l'Équateur, la Bolivie, et puis 3 pays de la Caraïbe dont je vais oublier le nom. Et là, on va être dans un système d'intégration qui n'a rien à voir, par exemple, avec l'intégration européenne, hein, puisque l'ALBA repose sur 4 piliers, je vais essayer de ne n'oublier aucun: la coopération, la solidarité, la complémentarité et le respect des souverainetés nationales. Complémentarité, c'est quoi? C'est Cuba, vous avez des médecins, le Venezuela, on a du pétrole, on échange. L'Argentine a des chantiers navals en difficulté, le Venezuela a besoin de pétroliers. Plutôt que de les commander aux États-Unis comme ça se faisait auparavant, on va les commander à l'Argentine. Le Venezuela est en manque de production bovine, on va aller acheter nos bovins en Uruguay en échange de pétrole plutôt que bon. Et donc là, il y a effectivement un système d'intégration qui ne repose pas du tout sur la loi du marché. Absolument pas, c'est complètement hors norme. Et puis on va voir surtout apparaître, donc ça c'est un petit cercle fermé, on va dire que c'est les secteurs les plus radicaux de la gauche latino-américaine. Et puis sur un plan plus large, puisqu'en fait on a une intégration à plusieurs vitesses, on va voir apparaître l'Union des Nations Sud-Américaines, l'UNASUR. Et il faut évidemment préciser qu'il n'y a pas que Chavez qui est à la barre, il y a effectivement une génération de nouveaux dirigeants, avec Lula au Brésil, qui n'a pas du tout la même politique que Chavez au Venezuela, avec Rafael Correa en Équateur, avec les Kirchner en Argentine, avec Evo Morales en Bolivie. Et l'Union des Nations Sud-Américaines, c'est pour la première fois une organisation sud-américaine, comme le dit son nom, sans ingérence des États-Unis. C'est-à-dire pour la première fois, l'Amérique latine s'émancipe, puisque jusqu'à présent, vous le savez, le grand organisme réunissant l'ensemble des pays d'Amérique latine, c'était l'Organisation des États américains, l'OEA, qui a toujours été considéré comme le ministère des colonies de Washington, et à juste titre, par ailleurs. Et donc là, pour la première fois, on voit apparaître l'UNASUR. Et puis, plus récemment encore, 2011, la communauté des États latino-américains Caraïbes. Là, c'est l'ensemble du continent, sauf les États-Unis et le Canada. Et là encore, on s'émancipe du poids de Washington. Alors, à la limite, on pourrait penser que tout ça, c'est des machins, c'est des tas d'organisations. En réalité, non. En réalité, non. On a déjà vu les effets. Il y a eu une tentative de renversement de Hugo Chavez, donc le 11 avril 2002 à Caracas, qui a été suivie d'une tentative réussie de renversement de Manuel Zelaya au Honduras en 2009, puis une tentative contre Evo Morales qui a raté grâce à l'UNASUR en 2008, c'était, plus une tentative réussie contre le président Fernando Lugo au Paraguay, donc ça c'est plus récent, une tentative qui a avorté en Équateur contre le président Rafael Correa. Donc évidemment ces pays sont attaqués en permanence. Bref, cette avancée, cette émancipation de l'Amérique latine, pour le coup, ne donne pas lieu néanmoins à un changement radical dans la région. Les États-Unis ont toujours l'intention de contrôler ces pays, en particulier ces pays, Venezuela, Équateur, Bolivie, sont des pays qui ont du gaz, du pétrole, donc stratégiquement sont très importants. Évidemment, on va s'acharner, vous savez qu'il y a eu une campagne médiatique intense contre le Venezuela de Chavez. Alors on va passer sur le caudillo populiste, parce que c'est devenu tellement un grand classique. En gros, c'est pas compliqué. À partir du moment où vous n'êtes pas néolibéral, vous êtes populiste. Donc, j'imagine qu'on doit avoir ici pas mal de populistes. Si vous êtes libéraux, soyez les bienvenus quand même. mais en gros, c'est ça. Plutôt que la gauche, pour appeler les choses par leur nom, se bat contre les privatisations, je veux dire, en Amérique latine, on renationalise. C'est-à-dire qu'on renationalise le pétrole, on renationalise le gaz en Bolivie. Et évidemment, à partir du moment où vous faites rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, vous pouvez mettre en œuvre des programmes sociaux. Alors là encore, je ne vais pas faire la liste des programmes sociaux qui ont été mis en œuvre en Bolivie, qui ont été mis en œuvre en Équateur, qui sont considérables, puisque le président Rafael Correa vient d'être réélu avec 57% des voix. C'est quand même des scores impressionnants, 57% des voix après un premier mandat, qui va reprendre sa fonction, son deuxième mandat, je crois que c'est cette semaine, c'est dimanche.
que le président Evo Morales, qui vient d'être autorisé à se représenter, sera, je ne sais pas, pour le coup je ne fais jamais de Paris, mais là, réélu l'an prochain. Tout ça parce que les programmes sociaux sont mis en œuvre. Alors sur Chavez en particulier, on a dit oui, mais enfin quand même ce type il a une mauvaise fréquentation. C'est le copain de Ahmadinejad, de Bachar el-Assad, de Kadhafi. Enfin, je rappelle à nos amis socialistes que jusqu'à sa chute, le parti de Ben Ali était membre de l'Internationale socialiste, que le parti de Moubarak était membre de l'Internationale socialiste, que dans l'Internationale socialiste, on a le Parti libéral colombien dont je vous parlais dans un instant. Donc je veux dire, en gros, personne n'a de leçon à donner à personne. En ce qui concerne l'Iran et le Venezuela, ce sont deux pays qui ont créé l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Quel que soit le président en Iran et quel que soit le président au Venezuela, il y aura des relations entre l'Iran et le Venezuela. Kadhafi, la rencontre de Kadhafi avec le Venezuela, elle n'est pas uniquement avec Chavez, elle se fait avec l'Amérique latine en réalité. Il y a eu, et à l'époque on a célébré ça, enfin à gauche, on a célébré ça, il y a eu 2 sommets, Amérique du Sud, Afrique. L'objectif étant de travailler pour le multilatéralisme, sortir de ces relations habituelles. Et il y a eu 2 sommets, il y en a eu un premier, il était où celui-là, au Nigeria, en 2006, et il y en a eu un deuxième en 2009, dans l'île de Margarita, au Venezuela. Bon. Étaient présents 60 chefs d'État, latino-américains et africains. Kadhafi était là en tant que président de l'Union africaine. Les relations en Amérique latine se font d'État à État. Et c'est à l'époque où Chavez, mais aussi Lula, vous savez qu'on l'aime bien dans nos médias. En réalité, la relation qu'on reproche à Chavez avec Kadhafi, c'est la relation d'ensemble de l'Amérique latine. L'Amérique latine, du fait de son histoire, qui a subi, qui a vécu de multiples interventions, je ne vais pas vous faire la liste d'interventions des États-Unis en Amérique latine. Le 11 septembre prochain, 2013, on honorera la mémoire de Salvador Allende. Bref, malheureusement, Chavez disparaît. Et donc la grande question qui surgit à ce moment-là, et on l'avait déjà auparavant, c'est mais que va devenir le chavisme sans Chavez? Que va devenir le Venezuela sans Chavez? Et effectivement, on va se rendre compte qu'on rentre dans une nouvelle étape, puisque avant de partir pour Cuba, se faire opérer une dernière fois, et malheureusement y mourir, Chavez avait dit au Venezuela, voilà, la situation est sérieuse, s'il devait y avoir de nouvelles élections, je vous demande de voter pour Nicolás Maduro. Nicolás Maduro étant son ministre des Affaires étrangères. Et donc, d'une certaine manière, tous les observateurs, pour le coup, ont été très surpris parce qu'on imaginait que Maduro, dans l'émotion de la mort de Chavez, vous avez tous pu voir à la télévision, cette émotion énorme dans le pays, et donc on pensait que son successeur désigné serait élu facilement. En réalité, ça a été beaucoup plus compliqué, puisque Nicolás Maduro a été élu avec 50,75% des voix, contre 48,98 pour son opposant. Donc évidemment, on a remarqué que la différence s'était réduite, puisque Chavez avait gagné, lui, avec 10 points d'avance. C'est pas rien. Quand on analyse un petit peu ce qui s'est passé au Venezuela, on se rend compte que Maduro a perdu, en gros, 685 000 voix, et que Capriles, l'homme de droite, en a gagné 670 000. Donc il s'est passé quelque chose. Alors la première réflexion qu'on peut se faire néanmoins, avant d'analyser ça, c'est que, idéologiquement, d'une certaine manière, Chavez a gagné. Parce qu'aujourd'hui, au Venezuela, ça a été vrai lors des 2 dernières élections, donc Chavez et Maduro, mais ça a été vrai aussi dans l'élection présidentielle précédente, avec Manuel Rosales. On ne se présente plus contre le chavisme en disant on est de droite. Je veux dire, Capriles Radonski se présente comme un social-démocrate. C'est-à-dire il se présente comme un homme de gauche. On ne peut plus gagner l'élection en ce moment au Venezuela en disant on est de droite. On est néolibéraux. Capriles, là encore, vous avez peut-être vu, il a fait la même chose que ce qu'on reprochait à Chavez. Bon, Chavez, vous l'avez vu souvent avec son survêtement aux couleurs du Venezuela. Ça fait un peu baroque pour un chef d'État, c'est vrai, c'est un peu bizarre. Bon, mais Capriles, qui pendant 15 ans lui a reproché, il a fait la même chose au moment de l'élection. Et puis, alors qu'on reprochait à Chavez les fameuses missions, Barrio Adentro, etc., Capriles a fini par dire, bon, mais finalement, il y a eu des résultats, donc on ne supprimera pas les missions, mais on va les améliorer. C'est quand même la reconnaissance qu'il s'est passé quelque chose. Alors après, avec évidemment des incongruités, puisque par exemple, la plus symbolique des missions, c'est Barrio Adentro, avec les 20 000 médecins cubains. Et là, Capriles a dit, mais on va renvoyer les médecins cubains chez eux. Bon, évidemment, ça va se compliquer pour soigner les Vénézuéliens.
Il y a des problèmes au Venezuela. Là, je vous ai donné jusqu'à présent le côté positif des choses. Il y a évidemment des problèmes, parce que c'est pas simple. Hein. Quand vous démarrez avec 60% de pauvreté, vous ne résolvez pas des problèmes comme ça. Donc il y a un certain nombre de problèmes réels. Inflation, pénurie d'aliments. Entre parenthèses, sur la pénurie d'aliments, on constate qu'elle a lieu systématiquement au moment des élections. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a ce qu'on peut appeler un sabotage économique qu'on a connu à l'époque de Salvador Allende, qui a précédé son renversement, et qu'on a connu au Venezuela avant chaque élection. Et on est en ce moment dans cette période. Mais il y a effectivement de l'inflation, il y a une corruption réelle, qui existait avant Chavez, mais qui existe toujours. Il y a beaucoup d'argent, il y a le pétrole, donc ça entraîne la corruption. Il y a une certaine inefficacité à tous les niveaux de l'État, de l'administration. Il y a une explosion de la délinquance. Les 3 raisons, je vais vous les donner, les raisons de la sécurité au Venezuela. D'abord, elle existait avant l'arrivée au pouvoir de Chavez. Là, je ne l'ai pas apporté aujourd'hui, mais moi j'ai des documents qui datent de 1996, donc 2 ans avant l'arrivée au pouvoir de Chavez, qui vous expliquent déjà que Caracas est considérée comme une des villes les plus dangereuses du monde. Bon, c'est pas nouveau. Bon. Trois problèmes. Le premier problème, c'est effectivement une erreur du gouvernement de Chavez et de Chavez. Ils ont considéré, comme souvent à gauche, avec une grande générosité, mais aussi une certaine naïveté, qu'à partir du moment où on allait s'attaquer aux problèmes sociaux fondamentaux, la pauvreté, l'alimentation, la santé, et que les Vénézuéliens que le taux de pauvreté allait baisser, la délinquance allait baisser en même temps. Or, malheureusement, ce n'est pas aussi mécanique, hein, puisque, y compris, quand vous passez de 60% de pauvreté à 28,6, c'est spectaculaire, mais il en reste 28,6 quand même. Premier point. Deuxième point, lorsque 98, Chavez arrive au pouvoir, il y a 140 polices au Venezuela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de police nationale. Chaque maire, chaque gouverneur a sa police, qui n'a aucune doctrine commune, qui n'a aucune théorie, qui est formée par des militaires, donc qui est plutôt une police militarisée, qui n'est pas du tout dans la logique d'une police civile, et puis surtout qui est quasiment une garde privée de l'homme politique en place. De sorte que, y compris, vous avez des polices qui sont des polices d'opposition. Par exemple, en avril 2002, lors du coup d'État contre Chavez, la police de Caracas participe au coup d'État. Par ailleurs, ça a été dit, ça a été répété, 20% des crimes et des délits au Venezuela sont commis par la police. Donc elle fait partie du problème, elle n'est pas de la solution, la police. Et il a fallu attendre effectivement 2006 pour que le gouvernement prenne conscience de ce problème et s'y attaque réellement. Et ce n'est donc que depuis 2006 qu'on est dans la phase de création d'une police nationale. Et tout ça prend du temps. Tout ça prend du temps, et y compris pose de multiples problèmes. Hein. Vous avez 20% de flics corrompus dans les polices privées, plus ou moins privées. Vous épurez, mais qu'est-ce que vous en faites? Si vous les larguez dans la nature purement et simplement, ils vont faire ce qu'ils savent faire. Hein. Ils savent se servir d'une arme, ils sont déjà délinquants, donc d'une certaine manière, vous allez aggraver le problème. Donc tout ça demande du temps. Troisième point, qui est un point fondamental et sur lequel quand même il faudra s'arrêter, quand on parle de l'insécurité au Venezuela, elle est fondamentalement l'aggravation, hein, puisqu'on a aujourd'hui 48 homicides pour 100 000 habitants. Donc après le Honduras, c'est le pays le plus violent d'Amérique latine, c'est vrai. Mais l'aggravation fondamentale est due à la pénétration du narcotrafic venu de Colombie, et en particulier à travers les paramilitaires. Il y a une infiltration depuis 2005 qui est spectaculaire. Ça a plusieurs conséquences. La première conséquence, c'est qu'on vous dit le Venezuela est un narco-État. Hein, je veux dire, c'est pas un narco-État, je veux dire, il est coincé entre la Colombie, le premier producteur mondial de cocaïne, et les États-Unis, premier consommateur mondial de cocaïne. Donc effectivement, il en subit les effets. Et là encore, c'est pas le chavisme, puisque le président Clinton a fait une visite au Venezuela. Il a rencontré le président Rafael Caldera, qui était celui qui a précédé Chavez, et ils ont signé un accord de 100 millions de dollars pour lutter contre le narcotrafic, puisqu'on estimait à l'époque que 100 tonnes de cocaïne passaient par le Venezuela. Donc c'est pas nouveau. Mais il y a eu l'accentuation. Or, évidemment, lorsque vous avez une pénétration paramilitaire qui arrive dans des quartiers populaires, des grandes villes, Maracaibo, Caracas, vont dans les quartiers populaires, accrochent les jeunes qui sont encore en état de marginalité, de marginalisation, commencent par leur donner du crack, de la cocaïne, et puis les embarquent dans les réseaux. Et ce qu'on voit à Caracas, c'est d'une certaine manière, mais à l'échelle 10 000, ce qu'on voit à Marseille. C'est-à-dire, en fait, c'est des luttes de clans pour contrôler des territoires, hein, pour le microtrafic. C'est des assassinats de gamins parce qu'ils n'ont pas payé la cocaïne. Enfin, c'est des choses comme ça. Bon. Donc, le problème est infiniment plus compliqué que simplement de dire, depuis que Chavez est arrivé au pouvoir, il y a eu
il y a eu une augmentation de l'insécurité. Vous avez dans le vote chaviste un certain nombre de personnes qui, malgré ces difficultés, votaient Chavez parce que c'était un personnage exceptionnel. Parce que son charisme, parce que sa volonté, parce que son enthousiasme faisait que, d'une certaine manière, il menait le pays sur le bon chemin. Donc on votait Chavez sans être totalement convaincu à 100% qu'il fallait aller vers le socialisme ou que c'était bien. Mais bon, à partir du moment où Chavez n'est plus là, vous avez des gens qui vont hésiter. Nicolás Maduro est un type brillant, compétent, intègre. Mais en réalité, je veux dire, les Vénézuéliens ne le connaissent que comme ministre des Affaires étrangères. Ils ne l'ont jamais vu gérer. Donc vous avez une certaine partie de la population qui reste tranquillement à la maison, puisqu'on a eu une augmentation de l'abstention. Et puis dans le même temps, à droite, je veux dire, la droite reprend courage. C'est-à-dire que, enfin, Chavez n'est plus là. Je veux dire, Capriles, Radonski, lorsqu'il a été battu par Chavez en octobre dernier, a dit, écoutez, j'y peux rien, je suis en face du casus clair de la politique. Et d'un seul coup, le casus clair n'est plus là. Et donc vous avez une partie de la droite qui avait baissé les bras, je veux dire, qui repart à la bataille et qui va aller voter. Et donc ça explique effectivement ce tassement. Et puis concernant les dernières élections, là, le 26 mars dernier, donc 3 députés de droite, je ne vous donne pas leur nom parce que ça ne va pas vous dire grand-chose, ont retiré leur appui à Capriles en dénonçant l'existence d'un plan élaboré par l'opposition pour rejeter les résultats émis par le Conseil national électoral et orchestrer une période de violence dans le pays. C'est 3 députés de droite qui prennent leurs responsabilités, qui disent non, on ne marche plus dans cette affaire, on va essayer de déstabiliser le pays. Alors c'est effectivement ce qui est en train de se passer actuellement, puisque l'opposition ne reconnaît pas la victoire de Nicolás Maduro, a demandé une vérification qui a été faite par le Conseil national électoral avec aucune détection de fraude. Je précise évidemment que les élections ont eu lieu en présence d'observateurs internationaux, comme d'habitude, de l'UNASUR, de la CELAC, de l'Union européenne, donc il n'y a pas de... Évidemment, alors les troubles se sont soldés par 9 morts, qui sont tous des morts chavistes, pour le coup, et puis surtout une campagne internationale de discrédit du gouvernement de Nicolás Maduro. Vous avez actuellement une délégation de la droite vénézuélienne qui fait une tournée en Europe et qui partout explique que le Venezuela est devenu une dictature. Et en réalité, la droite choisit la stratégie de la tension. Il s'agit évidemment d'affaiblir Maduro, de le tester pour voir jusqu'où il va résister. Avec Chavez, on savait qui on avait affaire, mais là, Maduro, on ne sait pas trop. Et de provoquer une situation d'ingouvernabilité au Venezuela, de manière à pouvoir éventuellement, et là c'est l'hypothèse la moins pessimiste, parce qu'on peut penser à une déstabilisation plus grave, mais en tout cas, l'hypothèse la plus réaliste, c'est, vous savez que dans la constitution bolivarienne, il existe la possibilité de révoquer le président à la mi-mandat, donc provoquer une situation d'ingouvernabilité de manière à, dans 3 ans, pouvoir convoquer un référendum révocatoire. Bon. Là, UNASUR a clairement appuyé Nicolás Maduro. C'est-à-dire que l'Amérique latine fait bloc pour défendre un président démocratiquement élu. Après, évidemment, la question qui se pose, c'est bon, que va faire Maduro? Et d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est la même question qui se pose en Bolivie, parce qu'en Bolivie, on a aussi un leader un peu hors norme, Evo Morales, un ancien syndicaliste. En Équateur, on a Rafael Correa. La question qui se pose, c'est oui, mais après eux, que va-t-il se passer? Parce que là, à ce moment, au Venezuela, on est en train de le vivre. Ils vivent en Bolivie, en Équateur, on aura la même bon. En fait, en réalité, il y a deux solutions, c'est évident. Soit Maduro va radicaliser le chemin ouvert il y a 14 ans par Chavez, ou sous la pression, il va pactiser avec la droite. Bon. Alors Chavez a toujours choisi la première solution, c'est-à-dire que dès que la pression devenait trop forte, il radicalisait. Et il était suivi par le peuple. Et une radicalisation aujourd'hui permettra de renouveler l'énergie, parce que c'est vrai qu'au bout de 14 ans, il y a une certaine inertie qui s'est installée, par définition. Vous savez, par exemple, les programmes sociaux, ça a des effets pervers, on essaie de comprendre ce qui se passe. Imaginez, là, je vous ai parlé tout à l'heure des 350 000 logements qui ont été construits en 20 mois. Donc, il y a 350 000 familles qui sont heureuses. Et puis, dans le quartier, vous avez celles qui n'ont pas eu accès à ce logement. Et ça provoque des mécontents. C'est pourquoi pas moi et pourquoi les autres en ont eu.
Et donc là, ça explique aussi pourquoi des gens d'un seul coup ne vont pas voter pour Maduro. Hein, des réformes, même les plus généreuses, ne peuvent pas se faire tout en même temps, et donc il y a un moment, il y a ceux qui baissent les bras. Là, l'un des grands projets de Chavez, c'était, enfin c'est toujours d'ailleurs, la démocratie participative. Donc ont été mis en œuvre, en place dans tout le Venezuela, des conseils communaux, hein, sur lesquels en fait va reposer le pouvoir populaire. Et tout ça est très long à mettre en œuvre. Tout ça est très long parce que, imaginez chez nous, depuis combien de temps vous entendez parler d'autogestion. Et puis quand il y a une expérience d'autogestion, c'est pas simple. Hein. Moi j'ai eu l'occasion de visiter des conseils communaux. C'est à la fois enthousiasmant, parce qu'effectivement c'est la population qui prend en charge ses problèmes, qui repère les problèmes, qui intervient auprès des autorités pour faire réparer la route, monter une école, etc. Mais en même temps, on vous explique, je me souviens dans la banlieue de Caracas, d'être arrivé dans un conseil communal où je m'attendais à trouver une vaste assemblée. Et je suis tombé sur 10 personnes, un peu tristounette, je leur ai dit, mais attendez, vous n'êtes pas plus que ça. Et ils m'ont dit, ben non, c'est-à-dire, enfin si, c'est comme partout. On est nombreux, mais on est 10 à travailler. Hein, bon, si vous appartenez à des organisations, vous voyez en gros à quoi je fais allusion. Et puis, qui vous explique, au début, il y a plein de gens qui sont venus parce qu'ils imaginaient qu'ils allaient en tirer un profit personnel. Et puis quand on leur a dit non, c'est du travail politique, ils sont repartis. Donc tout ça est vachement difficile en réalité à mettre en œuvre. Hein. Les mêmes problèmes se posent en Bolivie, le même problème se pose en Équateur, le même problème se pose partout. Par ailleurs, il n'est pas facile de radicaliser et d'attirer la classe moyenne qui a plutôt tendance à s'aligner vers la droite. Donc, en ce moment, la question qui se pose, c'est est-ce que Maduro va s'appuyer sur les mécanismes populaires qu'a mis en place Chavez, étant entendu par ailleurs que si le ou les gouvernements qui vont venir au Venezuela ne répondaient pas aux aspirations quand même d'une population qui a été travaillée pendant 14 ans par Chavez, d'une certaine manière, je dirais que c'est le peuple qui va être l'arbitre. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est pas uniquement de savoir si Maduro va gérer bien ou mal, c'est qu'il y a aussi une population qui entend que la politique de Chavez soit poursuivie. Les gouvernements de gauche, dans leurs différences, hein, il y a des gauches plus radicales que d'autres, ont besoin d'exploiter ces ressources pour alimenter les caisses de l'État et mettre en œuvre des programmes sociaux. Par ailleurs, évidemment, à partir du moment où vous commencez à exploiter des ressources naturelles, vous rentrez en contradiction avec ceux qui souhaitent que toutes ces richesses demeurent entourées dans le sol et qu'on préserve, par exemple, la forêt. Bon. Donc vous avez à la fois le pachamamisme, qui en touche à rien, mais du coup vous n'avez plus d'argent qui rentre dans les caisses de l'État, et puis vous avez l'extractivisme total, hein, comme en ce moment en Colombie ou au Pérou, où évidemment on massacre l'environnement. Bon, évidemment, ma thèse, on ne va pas faire le débat ce soir, c'est qu'il faut trouver point par point, cas par cas, la bonne solution. Dans certains cas, il faut préserver l'environnement. Par exemple, parce que la tentative que fait actuellement le président équatorien Rafael Correa, avec ce qu'on appelle le projet Yasuni, qui est un peu sa vitrine. Où il a proposé de congeler l'exploitation pétrolière dans une zone de je ne sais plus combien de millions d'hectares de la forêt équatorienne, à condition que la communauté internationale paye pour préserver l'environnement, puisqu'après tout, l'environnement, c'est un bien commun. Bon, c'est une idée magnifique. Pour le moment, la communauté internationale ne se précipite pas. Hein, en disant, mais ce n'est pas des régimes socialistes. Non, ni la Bolivie, ni le Venezuela, ni l'Équateur ne sont des régimes socialistes. Ce sont des gouvernements qui pensent, qui ont fait sauter un tabou, qui pour la première fois ont osé réutiliser le mot socialisme. Et en précisant, on veut, alors en Équateur c'est un socialisme citoyen, une révolution citoyenne, au Venezuela c'est le socialisme du XXIe siècle, et en fait il s'agit d'une démarche pour trouver le chemin d'une nouvelle forme de convivialité humaine. Bon, mais ce n'est pas des pays socialistes, c'est toujours des pays capitalistes. Hein. Au Venezuela, 70% de l'activité économique est entre les mains du secteur privé. Et donc vous avez les révolutionnaires purs et durs qui disent, qui mettent l'accent sur la distance qui sépare le discours et la mise en application. D'ailleurs, en supposant que les deux paramètres, le discours et la mise en application, peuvent avancer du même pas. Évidemment, tout ça est beaucoup plus compliqué. Il y a eu des avancées spectaculaires, mais il y a évidemment encore beaucoup à faire dans tous ces pays.
légitime que lorsque Chavez est arrivé au pouvoir, on soit méfiant. Hein. Tous les militaires au pouvoir en Amérique latine, les latino-américains savent mieux que nous, mais ça n'a pas laissé que des bons souvenirs. Il se trouve que là, on était dans un phénomène complètement différent. Donc moi, dans le monde diplomatique, le premier papier qu'on a publié sur Chavez était mi-figue, mi-raisin. Hein, c'était un papier de Gabriel Garcia Marquez. On disait, on ne savait pas trop quoi en penser. Le problème de Chavez, en fait, c'est qu'il a tenu ses promesses de campagne. Alors ça, on n'est pas habitué. Non, il a fait des promesses de campagne en disant, je vais réduire la pauvreté. Et ce con, il réduit la pauvreté. Donc vous imaginez, dans nos pays où on promet qu'on va réduire la pauvreté, où on la réduit jamais, c'est un hurluberlu ce type, il donne le mauvais exemple. Donc on l'a immédiatement laissé. Alors pour une des grandes explications de la haine qu'on a en Europe pour Chavez, et dans une moindre mesure pour Evo Morales, pour Rafael Correa, je l'ai dit tout à l'heure, que la droite soit opposée, c'est normal. Il y a nationaliser le pétrole, le gaz, renationaliser l'électricité, renationaliser le téléphone. Bon, chez nous, c'est inconcevable. Hein. Bon. Mais le problème, c'est la social-démocratie. Exemple. Chavez est un ancien lieutenant-colonel putschiste, puisqu'il a effectivement tenté un coup d'État le 4 février 1992 contre un président qui s'appelait Carlos Andrés Pérez, qui était membre de l'Internationale socialiste et qui a été vice-président de l'Internationale socialiste. Alors peu importe que 3 ans avant le coup d'État de Chavez, et ce qui a été le déclencheur du coup d'État de Chavez, il y a eu au Venezuela, sous la présidence de Carlos Andrés Pérez, un ajustement structurel imposé par le FMI, qui a étranglé la population. Mais quand je dis étranglé, c'est étranglé. Les prix des services publics ont augmenté du double du jour au lendemain, les transports ont augmenté du double, les subventions aux produits de première nécessité ont été supprimées, ça a été l'étranglement, et la population s'est révoltée. Hein, s'est révoltée à Caracas le 27 février 89, c'est resté dans l'histoire sous le nom de Caracasso, ça a fait 3000 morts. Répression déclenchée par un président social-démocrate. C'est ce qui incite le lieutenant-colonel Hugo Chavez, il n'était pas le lieutenant-colonel, il était commandant à l'époque, de dire il faut en finir avec cette démocratie injuste et corrompue. Et donc effectivement, 3 ans après, il tente un coup d'État. Du coup, il devient l'ennemi de la social-démocratie européenne, puisqu'il tente un coup d'État contre un ami. Carlos Andrés Pérez finançait la campagne électorale de Felipe González en Espagne. Et donc Chavez est devenu l'ennemi. Et après, je veux dire, par effet de capillarité, par vase communicant, je veux dire, avec les médias, vous prenez Le Monde, Libération, Nouvel Obs, etc., je veux dire, ça fonctionne comme une grande famille, et donc on déteste les leaders latino-américains. Et peu importe au Venezuela que Carlos Andrés Pérez ait été destitué en 1994 pour corruption. Quand il a été destitué pour corruption, il a reçu un mot de sympathie de l'Internationale socialiste. Dans ces conditions, vous imaginez bien que Chavez, Correa, Evo Morales, c'est pas la tasse de thé de nos amis socialistes.